Est-ce que c'est pas le moment pour une petite vidéo thread là? Bah oui, allez, on y va tout de suite. Ça fait longtemps qu'on n'a pas fait de thread. Mais pourquoi ça fait longtemps? Parce qu'il n'y a pas de thread incroyable ces derniers temps, on va pas se mentir hein. Aujourd'hui, ça parle pas d'une histoire paranormale, d'un lieu hanté, de je sais pas quoi. Ça parle d'une putain d'enquête criminelle qu'un tweetos a menée seul. Lourd ou pas? Ah, ils sont pas chauds aujourd'hui. Il s'agit d'un thread espagnol. Décidément, les espagnols, mec, sont hyper chauds en thread. C'est abusé, ils écrivent trop bien. Et comme à chaque fois, qui dit thread espagnol dit traduction par Lorraine. Merci Lorraine. J'adore ce petit running gag de remercier Lorraine. Alors que je la déteste dans la vraie vie. Vous allez voir, c'est très intéressant. Je vais juste vous dire les 3 premiers tweets du thread et vous allez être à fond dedans, c'est incroyable. Tout commence quand sur Twitter, un utilisateur du nom de PlotTweet s'adresse à la police en disant qu'il vient de résoudre un crime à travers Twitter et qu'il demande qu'ils prennent ça très au sérieux. Il apporte une petite précision en précisant que le mec au milieu de la photo est décédé. Attention spoil, il s'appelle Georges. Voilà, petit spoil. Et que la ferme a été fermée comme un suicide alors qu'il s'agit d'un meurtre et qu'il peut le prouver. Deuxième précision, le tueur est sur la photo. Et ça y est, vous êtes à fond dedans et maintenant on est chaud. Allez, c'est parti, on y va. Son enquête commence par une simple visite sur le Twitter de Georges. Surprise, sur cette page Twitter, peu de tweets et aucune photo. Et dans sa bio Twitter, petites infos importantes comme Georges A. Grâce aux initiales, PlotTweet, il a réussi à trouver les événements racontés dans un article d'un journal de la région. Apparemment, Georges se serait suicidé par défenestration. Alors il est revenu sur la page Twitter de Georges et il a checké un peu tous les tweets qui s'y trouvaient à la recherche d'indices de quelque chose sur sa vie qui aurait pu le mener à suicide. Et il est tombé sur un tweet intéressant qui dit la chose suivante: parfois on s'aime pour rien, parfois on se blesse pour rien. Serais-tu en peine sentimentale, Georges? PlotTweet avance dans son enquête, il se dit putain, mais Georges était peut-être en plein chagrin d'amour et peut-être que ça a quelque chose à voir avec les 2 autres mecs qui sont sur l'image. D'après la légende de la photo, elle aurait été prise quelques heures avant l'événement, donc le suicide de Georges, dans une discothèque dans le centre de Barcelone. Il est donc possible que l'élément déclencheur ait eu lieu à ce moment-là dans cette boîte de nuit avec ces 2 personnes sur la photo en plus de Georges. Georges semblait en plus traverser une période difficile de sa vie. Il y a d'autres tweets qui indiquent qu'il était pas bien, notamment un juste avant d'aller dans cette fameuse boîte de nuit vers 3h du matin et qui dit aucun désir, je vais essayer à nouveau un dernier effort. Essayez quoi au juste? PlotTweet a ensuite vu que sur l'image il y a quelqu'un qui était identifié et qu'il s'agit du garçon en rouge à gauche dans la photo. Il a donc pu se rendre sur son compte Twitter pour avoir plus d'infos sur ces gens et sur peut-être ce qui s'est passé lors de cette soirée. Mauvaise surprise, il n'y a pas de tweet sur son compte Twitter. Mais bonne nouvelle quand même, il avait rempli sa description de page Twitter et il y a une info, c'est qu'il est graphiste. Mais le gros truc louche surtout, c'est que Felipe et Georges ne se suivent pas sur Twitter. PlotTweet le dit lui-même, comment peut-on paraître autant amis sur une photo et pourtant ne pas du tout sembler l'être sur les réseaux sociaux? Il va donc se mettre à penser que peut-être y a-t-il entre ces 3 personnes un triangle amoureux. C'est possible, il y a de la jalousie, de l'amour, mais aussi de beaucoup de sentiments négatifs qui peuvent pousser à un suicide ou à un meurtre. Alors PlotTweet tourne un peu en rond, j'ai dit PlotTweet au moins 18 fois depuis le début de la vidéo, c'est insupportable. Et à force de regarder la photo qu'il a mis en fond d'écran sur son ordinateur, tellement il fait un blocage sur cette histoire, il remarque qu'il y a un truc bizarre avec le tatouage de Georges. Alors à première vue, il y a rien d'anormal, c'est juste un tatouage de kéké où il y a marqué liberté dans une typo dégueulasse. Pardon, si certains ont le même tatouage. Non, je suis autant, mais c'est vrai, merde quoi. Marqué Freedom en gros sur son bras, ça va 2 minutes. Mais là où il y a quelque chose de bizarre, c'est que quand on regarde le t-shirt de Felipe, qui est donc à gauche de l'image, on remarque facilement que les lettres sont à l'envers parce qu'ils sont face à un miroir et donc ça retourne l'image à l'horizontale. Un peu comme ça. Voilà, exactement comme ça. Mais du coup, pourquoi le tatouage, lui, n'est pas à l'envers? C'est chelou. Il devrait être comme ça sur la photo, il devrait pas être droit du tout. Ou alors, il a tatoué Freedom à l'envers, exprès pour qu'on puisse lire le mot uniquement quand il est devant un miroir. Bizarre, mais quitte à faire un tatouage de kéké, autant ajouter un truc original. Ah, pardon, je suis pas objectif. Quand on va sur le profil Twitter de Georges, on peut trouver une photo de son tatouage et on peut clairement voir que le Freedom n'est pas du tout marqué à l'envers. Une seule conclusion possible, la photo a été retouchée. Mais on n'avait pas une petite info là sur Ah, le graphiste! Si quelqu'un a retouché la photo, c'est forcément lui. Il est graphiste, il serait donc totalement capable de photoshopper une photo pour y ajouter un tatouage. Et autre information importante, c'est pas Felipe qui a posté la photo sur Twitter, mais c'est Luis, le mec de droite sur la photo. Ce qui veut dire que si la photo a été retouchée avant d'être publiée sur Twitter, Luis et Felipe sont complices. PlotTweet se met direct à imaginer des scénarios un peu macabres, des scénarios dans lesquels Georges se serait fait tuer par Luis ou Felipe, et Felipe et Luis s'arrangent pour publier une photo fake de eux en boîte avec Georges pour faire comme s'ils étaient très amis, et ce jusqu'à la veille du suicide de Georges. Il y a des gens dont on n'a pas parlé depuis le début de ce thread, c'est les gens qu'il y a dans le fond sur la photo. Ils étaient à cette soirée ce jour-là eux aussi, ils pourraient peut-être nous donner plus d'infos, comme par exemple confirmer le fait que la personne au milieu de la photo n'est pas Georges et que c'est bel et bien quelqu'un d'autre qu'on a photoshopé pour y ajouter le visage et le tatouage de Georges. PlotTweet a été très malin, la seule info qu'on peut avoir sur ces 2 personnes, c'est sur la personne de droite, on voit un morceau de son t-shirt. Et en augmentant très fort la luminosité de l'image, on peut voir un petit motif apparaître qui correspond à celui d'un t-shirt Adidas. Vous savez le 3
plus simple. Il va donc fouiller les comptes Twitter de nos 3 protagonistes dans l'espoir de trouver une autre photo sur laquelle il y aurait ce mec qu'on reconnaîtrait grâce à son t-shirt Adidas, en espérant qu'il soit identifié sur la photo et qu'on puisse donc le contacter grâce à son compte Twitter. Et bingo! Louis a aimé le tweet d'un gars qui postait juste une photo de lui et son t-shirt. Eh bah, il y a clairement le logo Adidas dessus, donc c'est lui le putain de mec sur la photo et on a son compte Twitter, c'est magnifique. Notre enquêteur, malgré lui, décide de le contacter pour obtenir des informations. Salut, désolé de te déranger, on se connaît pas, mais j'ai une question. Je suis une connaissance de Georges. Clairement un gros mytho. Mais pourquoi pas, il mène son enquête, il a raison. Le garçon qui s'est donné la mort samedi matin. Je connaissais pas énormément, de fait j'habite à Madrid, mais nous nous sommes déjà vus quelques fois. Et j'essaie de récolter des infos car je tourne un peu en rond sur ce qui s'est passé. Ah putain, ouais je comprends, je suis très touché aussi. On se connaissait pas si bien que ça, c'était seulement un ami d'amis, mais je suis quand même choqué. Personne s'attendait à ça. Ce qui m'intrigue le plus, c'est pourquoi a-t-il commis une décision pareille juste après avoir pris cette photo avec Luis et Felipe. T'as une idée de ce qui a pu se passer entre eux? Comme je te l'ai dit, je les connais pas si bien que ça, mais je sais que Luis et Georges ont été ensemble pendant un temps. Oh! Mais ça fait genre plus d'1 an qu'ils se sont séparés. En fait, je crois que Luis est avec Felipe maintenant. Oh! Mais ils doivent quand même être potes pour se prendre en photo comme ça, non? Tu te souviens de ce moment ou pas? Tu étais présent ce soir-là, c'est bien toi le garçon au fond de la photo. Putain, j'avais jamais vu cette photo, mais c'est bien moi. Je savais pas non plus que Georges était là dans la boîte. Mais en même temps, j'ai peu de souvenirs, j'avais un peu bu et j'étais fatigué à cette heure-là. Je me souviens plus de grand chose, mais je suis sûr que Karl pourra t'en dire un peu plus. C'est le mec qui est à côté de moi. Il a beaucoup moins bu que moi, donc il se souvient forcément de plus de trucs. Il a pas Twitter, mais je te laisse son numéro, tu peux le joindre sur WhatsApp. Attends! Georges était donc en couple avec Luis, mais maintenant Luis est en couple avec Felipe. Moi, si j'étais Georges, j'aurais un peu le seum. À en juger par les tweets de Georges, aucun désir, je vais essayer à nouveau. On en conclut qu'il s'est pas vraiment remis de sa rupture avec Luis et qu'il a donc logiquement le seum contre Felipe, le nouveau mec de Luis. Alors là, on commence à accumuler beaucoup d'infos, donc plot tweet il est mignon, il nous met un petit schéma qui résume tout ce qu'on sait pour le moment. Le mec de gauche c'est Felipe, donc probablement celui qui a retouché la photo. Le mec du milieu c'est Georges, mais c'est du bullshit, on sait que c'est pas Georges et que son visage a été modifié. Le mec de droite c'est Luis, le mec qui a tweeté la photo. Derrière eux se trouve à gauche Karl et à droite Quim, le mec à qui on vient de parler. Et donc la seule piste qui nous reste actuellement, bah c'est de parler à Karl et lui demander s'il a vu Georges ou pas. Et ben plot tweet il perd pas de temps. Hein. Hello, désolé de te déranger, on se connaît pas, c'est Quim qui m'a donné ton numéro. Je suis une connaissance de Georges, le garçon qui est décédé samedi. Je le connaissais pas très bien, mais on s'est vu plusieurs fois et j'ai besoin d'avoir des infos sur ce qui s'est passé. C'est pas toi la personne au fond sur cette photo? Si, c'est moi, je me souviens bien de ce moment, mais Georges n'était pas là. Elle sort d'où cette photo? Putain, c'est dingue, elle vient du Twitter de Luis. Sérieusement, je sais pas c'est quoi ce bordel, mais je peux te jurer que Georges n'était pas là. Et boum! Georges n'est donc bel et bien jamais allé à cette putain de soirée. Où était Georges et pourquoi Felipe et Luis ont voulu faire croire qu'il était là en boîte avec eux? Là, notre Sherlock Holmes made in Espagne galère un peu et tourne en rond. Mais il y a un truc qui peut nous donner des infos et qu'on n'a pas relevé sur la photo. Attention, essayez de deviner. La montre de Felipe, mon pote. La photo ayant été prise dans un miroir, il suffit de la retourner et ensuite on obtient l'heure exacte à laquelle la photo a été prise cette nuit-là. Et c'est plutôt clair, à peu près 5h55. Les articles sur Georges disent qu'il est décédé à 5h30. Comment aurait-il pu être en boîte à 5h55? Ça confirme donc définitivement le fait que la personne au milieu de cette photo n'est pas Georges mais quelqu'un d'autre, à qui on a ajouté un tatouage sur le bras et à qui on a ajouté le visage de Georges. Mais alors à qui appartient ce corps, putain? Un truc qui pourrait nous aider à savoir si le gars du milieu est complice, c'est est-ce qu'il a essayé de s'habiller comme Georges le jour de sa mort? Bingo, dans l'article qui parle du décès de Georges, il est bel et bien spécifié qu'il portait un polo noir, comme le mec de la photo au milieu. Ils ont donc vraiment voulu faire genre que c'était Georges sur la photo. Et là vous êtes en train de hurler devant vos écrans, vous vous dites mais c'est qui le mec au milieu? C'est qui? Alors on va recontacter Karl pour lui demander plus d'infos sur ce mec du milieu. Salut, désolé de te déranger encore une fois. Tu te souviens du mec avec qui ils ont pris la photo? Pas vraiment, je lui ai pas trop prêté d'attention, mais j'ai vu passer 2-3 fois. C'est un mec normal, du même âge que les deux autres. Et je l'ai pas vu de la soirée jusqu'à ce moment. Je me souviens d'une chose, il avait les yeux bleus et les cheveux bruns. Et je crois qu'il était étranger. Merci. Il y a une grosse interrogation dans l'histoire, c'est pourquoi ont-ils eu besoin de faire semblant que Georges est allé en boîte de nuit? L'une des raisons valables, ça aurait été de mettre des bâtons dans les roues aux policiers qui essaient de reconstruire le parcours de Georges les dernières heures avant sa mort. Dans le sens où ils vont croire qu'il est allé en boîte, ils vont demander à plein de gens de la boîte s'ils l'ont vu, etc. ou s'il a fait des trucs bizarres. Tous les gens de la boîte vont dire bah non, on l'a même pas vu, tu sais, on dansait, on avait la tête ailleurs. Et donc ça les mène à rien. Et là, plot tweet a vraiment des compétences d'enquêteur qui dépassent complètement celles d'inspecteur Squeezie. Soyons francs. Pour lui, l'explication la plus logique, c'est que Georges se serait rendu à la maison du meurtrier, mais on a retrouvé Georges défenestré au pied de chez lui. Donc ça veut dire qu'ensuite le meurtrier serait allé avec Georges chez Georges. Après avoir buté Georges, le meurtrier serait dit putain, peut-être quelqu'un m'a vu ou entendu, je suis dans la merde. Alors il aurait appelé Luis et Felipe pour leur demander de l'aide. Et ils auraient donc monté ce petit délire de photos pour faire croire que Georges était en boîte. Luis et Felipe auraient un alibi de ouf puisqu'ils étaient vraiment à la boîte de nuit au moment où Georges est mort. Donc falsifier une photo pour eux c'était que dalle puisque leur alibi est béton, ils étaient vraiment pas avec Georges quand Georges est mort. Mais pourquoi Luis et Felipe auraient eu intérêt à coopérer avec ce mec dont on connaît pas le nom qui a buté Georges? Et le point le plus important, pourquoi Georges va dans la maison du meurtrier au lieu d'aller en boîte rejoindre Luis et essayer de le récupérer? Bah c'est évident.
Parce que le meurtrier était le nouveau mec de Luis. Bingo! Notre ami Plot Tweet est donc allé fouiller dans leurs abonnés sur leur compte Twitter et il a cherché un mec qui correspond aux caractéristiques que nous a donné notre ami Charles. Et bingo, il a trouvé qu'un seul utilisateur qui avait un nom étranger et c'est William. Et sur sa photo de profil, bah rebingo, il a bien les yeux bleus et les cheveux bruns. Et la petite étincelle dans le cerveau de notre Sherlock espagnol, il comprend tout. Luis, Felipe et William forment un tandem sentimental. C'est-à-dire que Felipe et William sont amoureux de Luis et que Luis est amoureux de Felipe et William. George se fait plaquer par Luis et Luis n'a pas un nouveau mec mais deux nouveaux mecs. La pire chose. George serait donc allé toquer chez William cette nuit-là pour lui dire de rester loin de Luis. La jalousie, on connaît bien tous. Mais bon, de là à ce que William réponde par le meurtre, c'est un peu violent, donc peut-être que George l'aurait menacé avec quelque chose. La théorie de Plot Tweet, c'est que George aurait en sa possession des photos de son passé sexuel avec Luis et il aurait menacé William de les faire tourner si jamais il arrêtait pas de voir Luis. Ce qui aurait assez foutu la frousse et le seum à William pour être une grosse merde et tuer George. Et c'est comme ça que l'histoire prend fin. Bravo Plot Twist. Oh mais quel Sherlock! Dommage que tout ça soit faux. Les amis, arrêtez, je sais que vous avez le seum. Mais vous savez que la plupart des threads que j'ai fait, c'est sur des trucs fake à 100%. Mais comme je l'ai déjà dit, on s'en fout que ce soit fake quand ça nous a bien diverti et que c'est bien écrit. Et là je dis bravo parce que Plot Tweet il a géré mec. En plus, petit succès déverrouillé pour lui, il y a le compte Twitter de la police espagnole, le vrai compte certifié, qui a répondu à son thread en disant: vos recherches ont confirmé le rapport de nos investigations. Si vous êtes victime de sextorsion, la police vous aidera. Ne cédez pas au chantage. C'est magnifique. Modesto Garcia est le créateur de ce thread, donc c'est Plot Tweet. Et il a créé son thread dans le cadre d'un concours pour le festival Feria del Hilo, espagnol LV2 bonjour. Et il a gagné le concours et on comprend pourquoi son thread est fou. Et en plus c'est trop bien parce que ça parle d'un sujet qui est beaucoup d'actualité, qui est l'échange de nudes, le chantage avec des photos sexuelles souvent de ses ex. Alors j'en profite aussi pour dire un mot là-dessus, même si le roi des rats a fait une vidéo que vous pouvez aller voir et qui parle de ça et qui est très intéressante et c'est horrible. Ne cédez jamais au chantage de photos sexuelles ou de vidéos sexuelles, de sextape ou je sais pas quoi. Il y a que les gros immenses fils de pute pour faire ça. Et je le sais, vous n'êtes pas des fils de pute, alors ne faites pas ça, c'est débile. Et si jamais quelqu'un vous menace avec ça, parlez-en à la police, faites quelque chose, mais ne vous laissez pas faire, il faut surtout pas rester dans le silence. Si vous avez des nudes de votre copain ou de votre copine, quand vous vous séparez, et ben vous les supprimez, vous les partagez pas, c'est complètement inadmissible de faire ça. Ça peut vraiment détruire des vies de faire ça, alors ne le faites pas. Et encore une fois, si vous êtes victime de ça, parlez-en à la police, c'est important. Voilà. Ah, je suis content. J'ai pu parler d'un sujet en plus dont je voulais parler là, et le thread, c'était l'occasion d'en parler. Génial ce thread, du début à la fin. J'ai pas dormi depuis 2 jours. Ah les amis, j'ai découvert une histoire formidable. Connaissez-vous l'histoire du pain maudit de Pont-Saint-Esprit? Vous en avez peut-être déjà entendu parler puisque ces derniers mois l'affaire est sortie un peu dans quelques médias. Et surtout elle fait sensation parce que le mystère n'a toujours pas été expliqué. De quel mystère vais-je parler? Attendez, soyez patients, commençons l'histoire. Connaissez-vous la ville de Pont-Saint-Esprit? Moi je connaissais pas avant cette histoire, pour être franc avec vous. Il s'agit d'une petite ville du sud de la France. En 1950 il y a environ 4000 habitants. Il y avait 3 médecins, ce qui est pas beaucoup, ça fait un médecin pour 1000 personnes. Faut pas avoir une angine en même temps. C'est assez rural, ça vit essentiellement de la viticulture et la ville est très connue pour son pont. Tellement connue pour son pont que le mot pont est même dans le nom de la ville. Pourquoi le pont est connu? Parce que l'histoire raconte qu'il aurait été construit par le Saint-Esprit contre la volonté du diable qui ne voulait pas qu'il y ait de pont. Alors je pense que si ces deux entités existent, elles s'en battent un peu les couilles d'un pont. Après c'est mon avis, mais petit problème, le pont a été bombardé par les Américains pendant la guerre et du coup il y a plus de pont. Donc les habitants, les spiritains, je crois, ils s'appellent Spiritini, merde, ils sont plus trop fiers parce que ce fameux pont est détruit, même s'ils en construisent un provisoire. Mais voilà, tout ça c'est juste pour contextualiser un peu ce que c'est que cette ville, d'où elle sort, ce qui s'y passe, etc. On va maintenant s'intéresser à des faits qui sont survenus dans les années 50 dans la ville et qui sont passionnant. Le 12 août 1951, plusieurs personnes vont chez le médecin et se plaignent de douleurs gastriques et de malaise même pour certains. Bon, c'est des symptômes pas très graves qui peuvent arriver pour plusieurs raisons. Le médecin conclut qu'il y a eu intoxication alimentaire, donc il leur prescrit une tisane de grand-mère et puis ça devrait aller mieux, sauf que c'est pas le cas. La situation s'aggrave quand 4-5 jours plus tard, 100 personnes vont se mettre à manifester les mêmes symptômes. Et en plus, petite nouveauté dans les symptômes, il y en a qui en plus de ça font des insomnies, mais ça va de la petite insomnie à l'énorme insomnie. Il y a un témoignage d'un monsieur qui lui va dire que son insomnie elle a pas duré une nuit, ni 2 ni 3, elle a duré 21 nuits. Lui, il a fait 21 nuits sans dormir. Normalement, tu te mets à péter un câble et avoir des hallucinations. Ah, retenez ce mot hallucination, vous allez voir, il va revenir. Bref, des dizaines de personnes font des insomnies. Normalement, pour Saint-Esprit, c'est une petite ville, à 22h, tous les gens dorment. Mais là, c'est pas le cas. Là, tu sors dans les rues et tu peux croiser beaucoup de gens qui font des insomnies et qui parlent tout seuls, qui sont en plein délire. Et on ne sait pas pourquoi, on sait pas ce qui se passe. Petit à petit, un autre symptôme fait son apparition. Les gens commencent à avoir des hallucinations. Certains vont avoir la sensation de brûler de l'intérieur et vont se jeter dans le Rhône pour éteindre le feu qui n'existe pas. Il y en a plein qui pensent être capables de voler et qui vont se jeter de leurs fenêtres. Bref, des hallucinations horribles qui mènent certains du village à la mort. La ville est prise de panique. Le bilan de tout ça, c'est 300 personnes qui ont eu des hallucinations, dont 7 qui sont mortes et dont 50 qui ont été internées dans un hôpital psychiatrique.
Qu'est-ce qui a causé ça? Alors face à ça, les médecins, ils perdent un peu leurs moyens, ils comprennent pas ce qui se passe. En plus, je le rappelle, ils sont que 3. L'infrastructure de Pont-Saint-Esprit, elle est clairement pas faite pour gérer 300 personnes qui font un bad trip en même temps. Cette nuit-là, les victimes, elles sont de plus en plus nombreuses et en plus, elles sont de plus en plus incontrôlables. C'est vraiment des gens qui sont dans la démence, qui délirent totalement, qui bougent dans tous les sens, qui hurlent. Et c'est là que naît le mystère de Pont-Saint-Esprit. Il y a donc une enquête qui est ouverte et la première piste qu'on a est découverte par un professeur de médecine qui était en vacances au moment des faits, qui se rend à Pont-Saint-Esprit et qui fait le rapprochement entre les symptômes des victimes et une vieille maladie qu'on surnomme le mal des ardents ou le feu Saint-Antoine, qui est une maladie qui date du Moyen-Âge et qui avait apparemment complètement disparu. Il y a d'ailleurs pas mal de tableaux qui montrent des scènes horrifiques de gens qui sont victimes de cette maladie-là. Alors le vrai nom de cette maladie, c'est pas le feu Saint-Antoine, qui est un surnom parce que les victimes de la maladie ont l'impression de brûler de l'intérieur, c'est l'ergotisme. Le responsable de l'ergotisme, c'est l'ergot du seigle, qui est un champignon qui va se mettre sur le céréal, et quand tu l'ingères, tu vas avoir des symptômes très similaires à ceux qu'ont eu les habitants de la ville de Pont-Saint-Esprit le 24 août 1951. L'enquête va ensuite montrer que toutes les victimes de ces symptômes ont un point commun, elles ont acheté leur pain dans la même boulangerie. Est-ce que le pain aurait été confectionné à partir de farine contaminée par l'ergot de seigle? C'est possible, surtout vu le contexte, on vient de sortir de la Seconde Guerre mondiale, la France elle est en pleine famine, c'est une galère de nourrir tout le monde, donc la ressource principale c'est redevenu le pain. Cette piste de la contamination par l'ergot de seigle semble être la bonne. Le commissaire Sigaud de la police judiciaire de Montpellier est chargé de l'enquête et va donc aller vers la boulangerie qui semble avoir vendu le pain à tous ses habitants. Petit bémol, les boulangers ne choisissaient pas leur meunier, c'est-à-dire qu'ils recevaient de la farine d'un meunier qui leur était attitré, ils savaient pas d'où ça venait, donc c'est pas sa faute. Là, le commissaire Sigaud, lui, il est malin, il en a dans le ciboulot, et il va retrouver le minotier qui a confectionné cette farine, Monsieur Maillet. Il va l'interroger et bien le brusquer à tel point que Monsieur Maillet va faire des aveux alors qu'il a rien à se reprocher. Vous savez, les enquêtes où c'est très médiatisé, où il y a beaucoup d'enjeux, on veut absolument trouver un coupable, quitte à ce que quelqu'un fasse des aveux alors que c'est pas lui le coupable, on s'en fout. Mais il faut qu'il y ait un coupable aux yeux de la presse et de la population. Jusque là tout va bien, le mystère est résolu, sauf que un mois plus tard, l'expertise innocente Monsieur Maillet. Parce que les farines ont été analysées et il n'y a pas d'ergot de seigle dans ces dernières. Et là c'est très frustrant parce que l'affaire s'arrête là. Il y a plein de pistes mais elles mènent à rien et les habitants de Pont-Saint-Esprit n'ont pas de réponse à leurs questions, ils sont comme des cons. Étonnamment, on va pas reparler de l'affaire pendant 60 ans. C'est seulement en 2010 que quelqu'un va reparler de l'affaire et c'est pas un français, c'est un américain qui s'appelle Hank Albarelli et qui enquête à ce moment-là sur la mort dans les années 50 d'un biochimiste de la CIA, Frank Olson. Alors là vous allez me dire, mais où est le rapport Lucas? On comprend plus là, on sait plus. Attendez, ça arrive, patience. Frank Olson, qui bosse pour la CIA, est un spécialiste des drogues dures et il mène de nombreuses expériences pour étudier leurs effets dans le but d'en tirer profit. Et comme par hasard, Frank s'est rendu en France quelques mois avant la tragédie de Pont-Saint-Esprit. Peu de temps après son passage en France, Frank entre dans une énorme dépression et il répète à sa femme qu'il a commis une terrible erreur et il décède dans les années 1953 sans qu'on sache ce qu'il voulait dire par j'ai commis une terrible erreur. Peut-être empoisonner un village qui n'a rien demandé, Frank. Hank, qui je le rappelle enquête du coup sur la mort de Frank, va faire un rapprochement. Et si la CIA avait pulvérisé du LSD sur le pain de Pont-Saint-Esprit dans le but d'en étudier les effets à grande échelle? Je sais ce que vous pensez. Pour le moment ça vous paraît débile et inconcevable. Mais attendez, j'ai des infos pour vous. On va rentrer un peu dans la chimie mais vous allez voir c'est là où on se dit que cette idée elle paraît pas si conne. Il faut savoir que l'ergot de seigle contient des alcaloïdes, dont un en particulier celui de l'acide lysergique. Ça vous dit rien, c'est normal moi aussi, mais il faut savoir que le LSD c'est un dérivé de l'acide lysergique. Donc les effets de l'ergot de seigle et les effets du LSD sont très similaires. Ça vous paraît donc moins bête que les habitants de Pont-Saint-Esprit n'aient pas été empoisonnés à l'ergot de seigle, mais aient peut-être été drogués au LSD. Pourquoi pas, mais ça manque de preuves. J'arrive, attendez. Après la Seconde Guerre mondiale, vous savez, c'est la course à l'armement et à l'arme nucléaire plus particulièrement parce qu'on a peur, on vit dans la peur d'une troisième guerre mondiale. Du coup, toutes les nations du monde veulent être prêtes au cas où il y a une autre guerre qui arrive. La CIA, elle, va être intéressée par la manipulation mentale. Et si on mettait fin à un conflit sans qu'il y ait de combat, juste en arrivant à convaincre, en manipulant mentalement l'adversaire. Les US pensent donc que les effets hallucinatoires du LSD sont la clé de la manipulation mentale. Et qui est chargé de tester les effets du LSD et d'en tirer des conclusions? Frank Olson. Alors, je suis d'accord avec vous, c'est un peu abusé de tester les effets du LSD sur une ville entière. Mais il y a des documents déclassifiés qui montrent qu'en 1950, les États-Unis ont fait des tests du même genre à San Francisco. Il y a un navire américain qui a bombardé la ville pour tester les effets d'une bactérie. Il y a eu 12 personnes hospitalisées, dont une qui est morte à cause de ça. Tout ça, bien sûr, dans le but de se préparer à une éventuelle nouvelle guerre. Les enquêteurs qui sont chargés de l'enquête de Pont-Saint-Esprit font le rapprochement entre les effets de l'ergot de seigle et du LSD. Ils vont donc contacter le créateur du LSD, Albert Hofmann, pour qu'il vienne à Pont-Saint-Esprit confirmer si c'est des effets du LSD ou si c'est des effets de l'ergot de seigle. Et devinez quoi? Selon lui, c'est clairement des symptômes liés au LSD. Ah! L'enquête avance, c'est bien, c'est satisfaisant quand l'enquête avance, vous avez vu? Attendez, elle va très vite arrêter d'avancer. Quelques jours plus tard, Albert Hofmann revient sur ses propos et dit qu'il s'est trompé. Que tout ça n'était pas lié au LSD mais à autre chose.
Les US t'auraient pas mis un petit coup de pression, Albert? Est-ce qu'Albert s'est vraiment trompé? Est-ce que c'était vraiment l'ergot de seigle qui était responsable de tout ça et pas du LSD? Bah là pour le moment moi je penche plus vers l'ergot de seigle, hein, clairement. Mais attendez, c'est pas la fin. C'est passionnant, non sans déconner, elle est folle hein, cette histoire. Alors il faut savoir que la CIA pendant des décennies mène un programme où ils font des expériences horribles et inhumaines sur des gens contre leur gré. Sauf que les expériences vont mener à rien et que petit à petit les victimes vont sortir du silence, donc tout le monde va commencer à savoir ce qui se passe. Cette situation va obliger Bill Clinton en 1995 à faire une déclaration dans laquelle il s'excuse auprès de toutes les victimes de ces programmes secrets et à déclassifier des documents de la CIA qui jusqu'à présent étaient secret défense. Devinez qui va mettre son nez dans ces documents? Hank! Et bah oui, ça va peut-être l'aider à comprendre comment Frank Olson est mort. Hank trouve un document sur lequel on trouve et le nom de Frank Olson, et dans ce document, 2 paragraphes parlent des événements tragiques de 1951 de Pont-Saint-Esprit. Et tous les paragraphes suivants sont eux grimés de noir pour qu'on ne puisse pas les lire. Merde! Alors, est-ce que c'est un hasard ou pas qu'un document parle et de Frank qui étudie les effets du LSD et de la ville de Pont-Saint-Esprit? Bah on sait pas. Peut-être que Frank a tout simplement été au courant de ce qui s'est passé à Pont-Saint-Esprit et a étudié tout ça en se disant c'est du LSD qui a causé ça, on va quand même regarder les effets que ça a eu, même si ce n'est pas lui qui a donné le LSD à Pont-Saint-Esprit. Petite cerise sur le gâteau, Hank va trouver un autre document dans lequel un employé du laboratoire Sandoz, le laboratoire pour lequel travaille Albert Hofmann qui a découvert le LSD, échange avec un agent secret américain, et dans ce document, le dirigeant du laboratoire aurait avoué que les événements tragiques de Pont-Saint-Esprit ne seraient pas liés à l'ergot de seigle mais bel et bien au LSD. Fake ou pas fake, on ne saura jamais. L'enquête aujourd'hui s'arrête ici, le mystère reste total et c'est horrible parce qu'il y a quand même eu des morts, c'était vraiment une catastrophe, on se rend pas compte mais c'était la folie là-bas à Pont-Saint-Esprit et ça avait rien de positif tout ce qui s'est passé. Déjà la drogue de base c'est de la merde, mais quand en plus t'es drogué à ton insu alors que t'as rien demandé et que t'as des effets mais hallucinants, c'est le cas de le dire. Est-ce l'ergot de seigle? Est-ce les Américains qui testaient les effets du LSD à grande échelle? On ne sait pas. On a le cul entre deux chaises, comme ceci, et puis on ne sait pas vers laquelle aller. Hop là, la CIA. Non, je sais, comme moi, vous avez envie d'aller vers la théorie la plus abusée, la plus scandaleuse, c'est notre cerveau d'humain hein, qui nous fait ça. Mais il faut rester objectif. En tout cas, j'espère que vous aurez bientôt compris à l'histoire, que j'ai apporté des précisions à ceux qui étaient déjà au courant de l'affaire, mais qui n'avaient pas tous les infos. En tout cas, j'espère que ça vous a plu cette histoire. N'hésitez pas à aimer la vidéo si c'est le cas. C'est ni un thread, ni un truc là, j'ai tenté, voilà, de raconter une histoire mystérieuse. Je me suis documenté comme j'ai pu et franchement, j'ai été passionné de ce truc là, vraiment je trouve ça génial comme histoire. Je vous fais plein de bisous, je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Peut-être qu'il relate aussi d'histoires mystérieuses comme ça et pas forcément de thread, je sais pas. C'est la première peut-être d'une longue série, on sait pas. Aujourd'hui nous n'allons non pas faire un thread Twitter comme nous avons l'habitude de le faire, mais on va faire bien pire parce qu'aujourd'hui c'est des histoires vraies. À chaque fois je suis excité quand je fais ces vidéos là, mais là je le suis encore plus parce que je viens de lire mais des dizaines d'histoires et mec je deviens parano. J'ai l'impression d'être suivi, que des gens me veulent du mal. Aujourd'hui c'est un peu comme quand on était autour du feu en colonie de vacances avec des potes et qu'on se racontait des histoires flippantes qu'on avait vécues. Sauf qu'il n'y a pas de feu, ça n'a donc rien à voir, mais c'est pas grave, il y a un peu de pareil. Toutes ces histoires ont été postées par des utilisateurs Reddit sur un thread qui s'appelle Let's Not Meet. Le principe c'est que chacun raconte l'histoire la plus flippante qu'il a vécue dans sa vie. Il est question de vrais événements, de vrais trucs un peu fous qui peuvent nous aussi nous arriver et c'est très creepy. Mais ne devenez pas parano, on est là juste pour passer un bon moment et se divertir, c'est parti. J'entends des voix. La première histoire est celle de John. En vrai, il donne pas son nom, mais je vais l'appeler John pour que ce soit plus simple à raconter. Un jeune homme de 21 ans, devenu récemment policier et récemment célibataire. Voilà, sa copine l'a largué, ça arrive à 2 millions d'hommes tous les jours. Sous conseil de ses amis, John va installer et utiliser l'application Tinder. Et c'est son premier date que je vais vous raconter. John a un match avec une fille très très belle sur l'application, il est très content. Les deux parlent et s'entendent bien, et elle lui propose rapidement un rendez-vous en disant qu'elle a un plan cool où on peut observer les étoiles. Une charmante idée pour un premier rendez-vous romantique, sympathique. Alors John monte dans sa voiture et va la chercher chez elle, puis se dirige vers cet espace ouvert où on peut avoir une très belle vue sur les étoiles au milieu de la vie sauvage des animaux. En arrivant sur les lieux, Samantha, son date, le guide à travers les champs pour se poser à un endroit et observer les étoiles comme prévu. Mais pendant qu'il s'avance dans les bois, il observe au loin des phares d'une voiture. Des phares qui se rapprochent très vite de sa propre voiture. Et un van apparaît et se colle à sa voiture, l'empêchant d'avancer. John dit à Samantha de rester dans la voiture, prend sa lampe torche et descend pour aller voir. Très bonne paire de couilles, moi j'aurais fait une marche arrière illico et j'aurais jeté Samantha dans la forêt. Il s'approche du van et constate que le conducteur est très grand et il lui demande poliment s'il peut reculer un peu son van de manière lui à se dégager et à continuer d'avancer dans les bois. Le conducteur du van lui répond très poliment qu'il est le propriétaire des lieux et qu'il voulait pas du tout lui faire peur, il s'excuse. Le conducteur du van lui souhaite alors un bon rendez-vous, un bon date et il part. Ok, ce n'est pas la fin de l'histoire. John retourne alors dans sa voiture, fin de la frayeur, mais il constate qu'à partir de là, il y a Samantha qui arrête pas d'être sur son téléphone et d'envoyer des messages, ce qu'elle ne faisait pas du tout avant. John et Samantha arrivent à l'endroit où Samantha voulait qu'ils aillent pour observer les étoiles, ils descendent de leur voiture, ils les regardent, et environ 1 heure plus tard, bim, les phares du van réapparaissent au loin et se rapprochent très vite d'eux. Le van pile en arrivant devant la voiture de John et Samantha court dans la voiture du conducteur du van.
À partir de là, John explique qu'il comprend parfaitement qu'il s'est fait niquer, qu'il est dans la merde. Le conducteur du van sort du van, charge John et le fait tomber par terre. Heureusement, John réussit à le mettre sur le dos et à se relever. Et il voit Samantha prendre un tuyau en métal dans le van qui le menace en disant: on a des armes à feu, obéis-nous, donne-nous ton argent et ta voiture. À ce stade, nous, on dit oui tout de suite, y a aucun problème. Prenez tout, même mon t-shirt. Mais John, il a 21 ans, il est jeune, il vient d'être policier et il pense que c'est Tom Cruise. Il dit non, jamais. John sort son arme à feu, la pointe vers eux en disant qu'il est policier. Gros moment de blanc entre nos trois interlocuteurs. Mais ils obéissent et arrêtent leur connerie. John retourne dans sa voiture, il appelle le 911, il appelle ses collègues, il donne son nom, son numéro de badge, il explique la situation et des collègues à lui rappliquent en vitesse pour l'aider. Parce qu'on ne sait pas ce qu'il y a dans ce van. Un van c'est grand mec, ça peut contenir beaucoup de choses. Parallèlement, Samantha et son complice s'enfuient dans les bois en van. John reste sage, il attend ses collègues avant de faire quoi que ce soit, surtout ne pas agir seul dans cette situation. C'est faux, c'est entièrement faux, il se dirige à la poursuite du van. C'est un fou John. Et pendant qu'il est poursuit, il entend 3 sons très brillants et il voit des muzzle flash qui partent de l'autre voiture. Il se fait tirer dessus totalement. Je rappelle que tout cela est un date Tinder. On parle d'un date Tinder là actuellement. Ça n'a aucun sens mec. Au moment où il voit les flashs venir de la voiture, il s'arrête, clairement sa fierté part comme ça dans l'aération de la clim. Hop, son sergent et son officier d'instruction arrivent pour l'aider en renfort et ils se lancent tous les trois à la poursuite du van. Ils essaient de le retrouver, ils l'ont perdu de vue. Ils le trouvent et il y avait des couteaux, du ruban adhésif, du liquide pour briquet, une quantité indécente de munitions, des menottes et ce qui semblait être du sang séché. Juste ça. Heureusement, personne n'a été blessé, même si John est traumatisé des applications de rencontre. Je pense qu'on ne peut pas faire un pire premier date. Ça n'existe pas. C'est trop creepy, mec, comme situation. On dirait vraiment un putain de film. Ce mec a vécu un film d'horreur en vrai, quoi. Et heureusement que c'était un policier et qu'il avait une arme de poing pour le coup dans cette situation. Ça me fout la... Mec, ça me fout des frissons. J'ai jamais trop aimé les applications de rencontre parce que je trouve ça un peu glauque des fois, mais jamais je me suis dit que ça pouvait t'arriver, ça, quoi. C'est effroyable, mec. Alors, il est temps de vous raconter la deuxième histoire, mec, qui est ultra glauque, qui est plus courte, mais qui fait bien flipper. Léa a 22 ans et elle explique que cet événement s'est passé 1 an et demi avant qu'elle écrive ce post sur Reddit. Elle vient d'emménager dans son premier appartement et elle est encore, vous savez, dans le truc où tu commandes des objets, tu reçois des cartons, tu reçois ton canapé, etc. Elle est encore dans tout le processus d'emménagement. Elle explique que la porte qui mène à son appartement se verrouille automatiquement quand elle se ferme. Ce jour-là, elle va chercher son courrier en étant au téléphone avec son petit ami. Puis elle revient dans son appartement et elle commence à ouvrir son courrier, à lire des lettres des impôts, ce genre de choses. En ouvrant une lettre, elle fait tomber son téléphone qui fait un petit rebond, hop, et qui va légèrement sous le lit. Elle s'allonge alors sur le sol et tend son bras pour récupérer son téléphone et là elle observe le pire truc possible. Il y a quelqu'un dos à elle qui est sous son lit. Alors, c'est une peur qu'on a tous, mais moi j'ai toujours pensé que c'est impossible que ça arrive. Mais elle, ça lui est arrivé, vraiment. Là, elle explique que ses yeux s'écarquillent, qu'elle a envie d'hurler, mais que comme le mec est de dos et qu'il ne peut pas la voir, elle fait comme si elle l'avait pas vu. Elle récupère son téléphone, elle dit à l'interlocuteur qui est toujours au bout du fil: désolé, j'ai fait tomber mon téléphone, je vais prendre une douche, je vous rappelle juste après. Et elle se dirige dans sa salle de bain. Elle entre dedans, elle verrouille la porte à clé, elle fait couler l'eau de la douche et comme elle habite au premier étage, elle ouvre la fenêtre de la salle de bain et elle saute. Elle appelle la police qui lui dit de rester pas très loin de l'appart mais caché quand même. Et à partir de là, elle attend l'arrivée de police, les yeux rivés sur son appartement pour voir si quelqu'un en sort. Mais c'est une surfemme, c'est incroyable d'être héroïque comme ça. Avoir le sang-froid de ne pas crier alors qu'un inconnu est chez toi, sous ton lit. Comment elle a fait, mec? Gros, il y a un pissenlit sous mon lit, je crie par réflexe. Bah, qu'est-ce que ça fait là? Elle, il y a un mec entier de dos. C'est bon pour vous? L'idée de reprendre le téléphone et de continuer la discussion comme si c'était rien passé. Tu donnes l'assurance au gars qui est sous le lit que tu l'as pas vu alors que tu l'as parfaitement vu. Bref, c'est incroyable. Un respect incroyable pour cette femme qui est légendaire, niveau légendaire. Alors, elle est donc en train d'attendre la police. Elle a aussi entre-temps appelé son petit ami qui la rejoint. Il l'attend avec elle. Et enfin, la police arrive. Elle leur donne les clés de l'appartement et ils se dirigent dedans pour voir si le mec est encore là et pour l'arrêter si c'est le cas. Quelques instants plus tard, 2 policiers sortent de l'appartement avec un mec qui a un air très fatigué, un regard de fou, mais qui se débat pas. Les policiers vont dire à Léa que elle a agi merveilleusement bien, même si on le savait déjà, parce que l'homme attendait devant l'entrée de sa salle de bain avec l'un de ses couteaux de cuisine. Voilà, pour probablement faire des faritas avec elle, yes. Hop là, je regarde sous mon bureau vite fait, c'est bon, y'a personne. En fait, le mec était rentré dans son appartement pendant qu'elle récupérait son courrier. La porte s'était pas claquée, elle s'était juste posée, vous savez. Et du coup, il avait pu en profiter pour lui rentrer et se cacher sous le lit. Léa nous explique ensuite que dès le lendemain, son petit ami a emménagé avec elle parce que ça l'avait complètement traumatisé. Et c'est vrai que déjà, quand tu te fais cambrioler, tu sais qu'il y a des gens qui sont allés chez toi quand t'étais pas là et qui t'ont dérobé des affaires, ça te traumatise, mais vraiment. Mais là, quand tu vois qu'il y a quelqu'un chez toi caché de tes propres yeux, ça doit vraiment être une situation tellement stressante, t'es traumatisé, c'est sûr. Donc bravo Léa, respect à toi. Et maintenant, pendant les 4 années qui suivent, moi et des millions de gens vont regarder sous notre lit tous les soirs. Grâce à toi, merci. Les amis, 3e histoire. Et celle-là, elle est...
tellement horrible. Et encore une fois, on est tombé sur un héros. Vraiment, les gens qui postent leurs histoires là sur ce thread, ils sont légendaires, gros. C'est des héros de films. Alors, Valentin, on va l'appeler comme ça. J'invente des prénoms, voilà. Valentin a 21 ans, on est le soir, il décide d'aller dans un bar avec un ami à lui. Sur le chemin du bar, son pote était déjà en train de boire, donc quand ils sont arrivés, il était déjà complètement fait. En arrivant au bar, ils s'assoient tous les deux et il y a une fille qui s'appelle Candice, qui est très mignonne, qui vient s'asseoir à côté d'eux pour leur parler, voilà. Je dis des voilà parce que jusque-là tout est normal. Alors je profite, je dis voilà. Valentin remarque qu'elle a des très beaux cheveux roux, mais que c'est pas naturel. Il pense que c'est une teinture, bref, c'est une petite réflexion, mais bon, sans importance. Alors Candice flirte avec Valentin et son ami, mais elle semble plus intéressée par son ami. Valentin il se dit putain, c'est peut-être parce que lui il est très bourré, donc elle pense qu'elle a plus de chance avec lui. Donc Valentin fait semblant d'être aussi bourré que son pote pour attirer l'attention de Candice. Ah le petit, vous savez, la petite guerre de séduction là en soirée, blablabla. Alors ça parle, et au bout d'un moment Valentin il se dit que peut-être qu'elle est là juste pour avoir des boissons gratuites, qu'elle fait semblant de s'intéresser à eux dans le but de boire des bières ou je sais pas quoi gratuitement. Et elle va répondre de la meilleure des manières, elle va leur payer à boire elle-même. Sauf que ça va durer un moment, elle arrête pas de commander de nouveau des cocktails pour eux tout le temps, à tel point qu'au bout d'un moment Valentin il sait pas si elle est là pour son ami ou pour lui-même. Tout est un peu flou, c'est bizarre. Le pote de Valentin va aux toilettes, sauf qu'il revient jamais parce qu'en fait les videurs l'ont dégagé de la boîte parce qu'il était trop bourré. Du coup Valentin c'est un vrai pote, il sort de la boîte et il rejoint son ami pour veiller sur lui parce que c'est le plus sobre des deux, donc c'est à lui d'être là entre guillemets le gardien. Et Candice suit Valentin dehors, ils se retrouvent donc tous les trois devant le bar. Et là Candice regarde le pote de Valentin et lui propose de venir chez elle, avec elle, voilà, elle l'invite. Sauf qu'il est tellement bourré qu'il arrive à peine à répondre. Valentin comprend donc que son pote est plus du tout maître de ses actes et de ses paroles et du coup dit à Candice non, il peut pas venir avec toi, il est trop bourré là, ça va pas. Parce qu'il a pas envie que son pote se réveille dans une maison inconnue, sans sa voiture et en ayant aucune idée de ce qui s'est passé la veille. Soudainement Candice elle s'intéresse alors énormément à Valentin, à tel point qu'au bout d'un moment elle propose même à Valentin d'offrir un taxi à son ami pour qu'il rentre chez lui et que eux deux aillent chez Candice. Elle a switch très vite quand même de crush là, c'est très bizarre. Mais bon ok, ainsi soit-il. Ils accompagnent l'ami de Valentin jusqu'à son taxi, puis ensuite ils se dirigent vers la voiture de Candice. Sur le chemin elle lui propose de s'arrêter pour acheter de l'alcool dans un magasin et continuer à boire sur le trajet. Elle insiste sur le fait que c'est elle qui paiera l'alcool et qu'il n'y a pas de souci, sauf que Valentin il est pas chaud, il a déjà beaucoup bu. Sauf que Candice elle insiste. Valentin a peur de gâcher ses chances s'il refuse, donc il lui dit ok achète-moi une bouteille d'alcool et une bouteille de jus de pomme et on va boire. Mais il compte pas boire. Direction la maison de Candice et Candice boit des toutes petites gorgées d'alcool et elle arrête pas d'insister pour que Valentin boive à tel point que là ça devient pas normal. C'est trop bizarre d'insister à ce point pour que quelqu'un boive, ça n'a aucun sens. Mais Valentin encore une fois il a peur de la froisser et de gâcher ses chances, donc il va prendre des gorgées d'alcool qu'il garde dans sa bouche et qu'il va recracher dans la bouteille de jus de pomme. Il va aussi la tester en l'appelant autrement que par son prénom. Il va l'appeler Carla, Lana, volontairement et elle va pas du tout réagir, comme si elle s'en fichait complètement. Et ça fait un truc chelou de plus. Normalement si t'es intéressé par quelqu'un et qui se trompe de prénom en t'appelant, t'es un peu vexe quand même, tu réagis. Ça y est, ils arrivent enfin tous les deux devant la maison de Candice. Ils rentrent et en rentrant, Valentin fait exprès de tomber pour faire croire qu'il est vraiment très bourré. Elle l'aide à marcher, elle le tient, la porte d'entrée n'est pas verrouillée, donc il rentre. Et après être entré, elle ferme la porte d'entrée à double tour. Bref, il est tard le soir, on ferme sa porte d'entrée par peur que quelqu'un entre par effraction et se cache sous son lit par exemple, hein. Yes. Valentin lui demande s'il peut aller dans la salle de bain et en entrant il verrouille cette dernière et il se regarde dans le miroir en se disant putain, il y a un truc qui cloche, c'est pas normal là, il y a eu trop de trucs bizarres. Et là il entend Candice parler dans le salon à quelqu'un et chuchoter. Il est complètement bourré, il peut à peine se lever. C'est vous qui le faites. Ok. Vous faites quoi exactement? Et pourquoi fallait-il qu'il soit très bourré pour que vous le fassiez? Valentin sort de la salle de bain, parce que de toute façon il peut rien faire d'autre. Il voit Candice, et là gros bad pour Valentin, c'est pas Candice qu'il y a devant lui, c'est une autre personne. C'était une autre fille qui avait les mêmes cheveux que Candice. Cheveux qui étaient donc probablement une perruque, et que Candice avait donné à cette autre personne pour faire genre que c'est Candice. Valentin en voyant ça, il fait comme Léa, il fait genre qu'il a rien vu, que tout est normal. Et il sourit à cette fille en lui disant est-ce que je peux retourner dans la salle de bain, je suis toujours pas bien. La fille lui répond que tout va bien, qu'il y a pas de souci, mais elle a quand même envie qu'il se dépêche. Valentin retourne dans la salle de bain. Il l'entend murmurer quelque chose à quelqu'un d'autre, qui lui murmure quelque chose en retour, sauf que la deuxième voix c'est pas une voix féminine, c'est une voix masculine. Il y a donc une troisième personne dans cette maison que Valentin n'a pas vue. Il nous explique qu'il a pas compris ce qu'ils ont dit, il s'est pas concentré pour entendre leurs mots. Son but c'était juste de se barrer le plus vite possible de cette situation très dangereuse. Alors hasard des choses, il a fait comme Léa, il a ouvert la fenêtre de la salle de bain, il a sauté et il a sprinté pendant 40 minutes. Il a appelé un taxi et il est rentré chez lui. Et depuis ce jour, il se pose plein de questions, il se demande ce qui serait passé cette nuit-là s'il était resté dans la maison. Pourquoi Candice faisait boire absolument un mec pour le ramener chez elle et le confier à deux potes à elle? Est-ce que c'était pour faire du sextortion, vous savez, quand vous avez des vidéos pornographiques de quelqu'un et que vous demandez des rançons pour pas les diffuser? Est-ce que c'était pour le kidnapper? Est-ce que c'était pour lui faire des trucs bizarres? Il sait pas et ça le rend ouf, Valentin. Moi maintenant c'est simple, ça va être un critère. Quand je prends un appart ou une maison, je veux que dans la salle de bain il y ait une fenêtre. Forcément, je veux pas être dans la situation de ces gens et qu'il n'y ait pas de fenêtre pour partir, c'est horrible. Les amis, c'est la fin de cette vidéo sur les histoires vraies Reddit. Il y en a énormément là, j'en ai sélectionné des différentes. Il y en a pas mal qui se ressemblent mine de rien, enfin où c'est la même mécanique. Là je voulais que ce soit trois trucs très différents. Je vais peut-être en faire une quatrième, mais je me rends compte que cette dernière histoire était très longue et très prenante. Alors il n'y a pas besoin. Je la réserve peut-être pour un autre épisode.
Le pouce bleu si vous voulez un épisode 2 bien sûr. C'est honteux ce que je suis en train de faire. C'est fou comme je sais pas, je veux dire en soirée il y a plein de gens en France ou partout dans le monde qui finissent la soirée chez quelqu'un d'autre pour se faire des câlins, ou parler, ou jouer à Smash Bros même si j'en doute. Et il y a une infime chance pour que tu te retrouves dans des situations comme ça quoi. Donc je trouve ça terrible. Donc faites bien attention si vous rentrez de soirée et que vous allez chez un inconnu. Assurez-vous que ce soit quelqu'un de clean et pas de bizarre. Donc soyez attentifs en soirée et ne buvez pas trop, voire ne buvez pas tout court. Au moins vous serez parfaitement conscient de ce qui se passe, de ce qui vous entoure et vous pourrez remarquer tous ces petits détails qui ont permis à Valentin de sortir de cette situation. Et puis voilà, sinon c'est Noël là bientôt. Je vous souhaite de très bonnes fêtes, passez de très bons moments avec vos proches, avec vos amis, bref avec tout le monde. J'espère que vous aurez de jolis cadeaux et puis je vous dis à très dans une prochaine vidéo.